qui a enflammé la classe politique aujourd'hui. Une magistrate en exercice décide de sortir de son droit de réserve. Isabelle Prévost-Després, autrefois chargée de l'affaire Bettencourt, a donc mis en cause Nicolas Sarkozy. Elle rapporte que 2 témoins auraient déclaré hors procédure qu'il aurait reçu de l'argent liquide. Les explications d'abord d'Amaury Guibert et Guillaume Gouet. Il pensait la tempête Bettencourt derrière lui. Nicolas Sarkozy doit de nouveau faire face à des questions sur ses liens avec la milliardaire. Et cette fois, c'est un juge qui accuse. Isabelle Prévost-Després a enquêté pendant près de 5 mois sur l'affaire Bettencourt. D'anciens employés de l'héritière de L'Oréal avaient raconté aux policiers que le couple Bettencourt distribuait volontiers des enveloppes d'argent liquide, notamment à des hommes politiques. Aujourd'hui, c'est la juge Prévost-Després qui se confie dans ce livre, écrit par 2 journalistes. Et elle y fait des révélations sur les auditions des proches de Liliane Bettencourt. L'un d'eux, hors procès-verbal, m'a dit qu'il avait vu des remises d'espèces à Sarko. La juge rapporte aussi les propos qu'aurait tenus une ancienne employée de Liliane Bettencourt à sa greffière. J'ai vu des remises d'espèces à Sarkozy, mais je ne pouvais pas le dire sur procès-verbal. Pourquoi la juge n'a-t-elle pas convaincu ces personnes de confirmer leurs accusations devant la justice? Elle s'en explique. Les témoins avaient peur de parler sur PV à propos de Nicolas Sarkozy. On peut regretter que les témoins n'aient pas consigné leurs propos sur procès-verbal, mais l'objet du livre, c'est d'expliquer pourquoi, justement, l'ensemble des témoins avaient peur, parce qu'on leur mettait une pression terrible, parce qu'ils avaient peur de subir des mesures de rétorsion du pouvoir. Donc c'est un élément essentiel. L'Élysée a qualifié ces accusations d'infondées, mensongères et scandaleuses. Même réaction à l'UMP, où l'on veut croire que ce rebondissement ne doit rien au hasard. Je trouve que la manière dont tout cela est dit par Mme Prévost-Després fait bizarre, à quelques mois de l'élection présidentielle. Cela relève plus de la politique que d'autre chose. Et donc tout cela me choque profondément. Ce soir, dernier rebondissement, l'un des témoins cités par la juge Prévost-Després dément dans le journal Marianne avoir jamais évoqué le nom de Nicolas Sarkozy, ni à la magistrate, ni à qui que ce soit. Et avant de voir quelles peuvent être les conséquences de ces déclarations, une autre réaction, celle du Premier ministre François Fillon, qui fait bloc lui aussi. Il dénonce une manipulation, regrette que ses propos soient largement repris par les médias. De telles allégations, à l'évidence dénuées de tout fondement, viennent nourrir la rumeur dans ce qu'elle a de plus détestable et de plus insidieux. Fin de citation. Nicolas Sarkozy, quant à lui, s'était exprimé sur le sujet. Je lui avais posé la question directement il y a un peu plus d'1 an. On l'écoute. On me décrit comme quelqu'un qui, depuis 20 ans, irait chez Madame Bettencourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte. Vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives à table, et repartant avec de l'argent? Vous imaginez qu'on peut dire que je suis un intime de Monsieur et Madame Bettencourt parce qu'en 17 ans, au dire du maître d'hôtel, je m'y suis rendu 2 ou 3 fois, et quand bien même. Et quand bien même. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous nous avez rejoint. Quelques mots d'abord sur la juge Prévost-Després. Qui est-elle? Quel est son profil? Incontrôlable, coriace, c'est ainsi que le plus souvent on dépeint la juge, ancien magistrat instructeur au pôle financier de Paris. Elle a instruit les dossiers sensibles de l'Angola Gate et du Sentier qui mettait en cause plusieurs grandes banques à Nanterre. Elle a jugé l'affaire du compte bancaire piraté de Nicolas Sarkozy et elle a en charge actuellement un des dossiers Servier Mediator. Alors pour l'avoir vu présider des audiences, je peux vous dire qu'elle a certes son franc-parler, mais qu'elle sait peser ses mots. Et si elle se défend de mener un combat politique, eh bien des événements récents peuvent expliquer sa démarche. D'abord l'annonce en 2009 par Nicolas Sarkozy de la suppression du juge d'instruction. Ensuite, son dessaisissement du dossier Bettencourt en raison de sa mésentente notoire avec le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroy. Quelles peuvent être les suites judiciaires données à ces propos pour la juge elle-même, mais surtout sur le fond d'un point de vue judiciaire? Écoutez, en théorie, la juge peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales, mais pour l'instant, ni l'Élysée ni le ministère de la Justice n'ont annoncé une telle réponse. Ensuite, ces mises en cause, ces accusations n'ont pour l'instant aucune existence juridique. Elles ne figurent dans aucun PV. Alors la suite dépend des magistrats bordelais, désormais en charge des dossiers Bettencourt. Il est très probable que des avocats demandent l'audition de l'infirmière, de la comptable et du juge Prévost-Després. C'est la seule façon pour que cet épisode, qui est aujourd'hui médiatique et politique, devienne judiciaire.
Affaire d'État, on l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, le quotidien révèle que l'un de ses reporters a bel et bien été espionné par les services de renseignement. Il ne s'agit pas d'écoute. La police a cherché et réussi à savoir quelles étaient les sources du journaliste en récupérant la liste de ses appels. Amaury Guibert, Thierry Breton. Ce journaliste enquêtait sur l'affaire Bettencourt. Son téléphone a été espionné par les services secrets. La justice détient maintenant la preuve qu'un service de police a cherché à savoir qui le renseignait. Que voit-on sur ces factures téléphoniques détaillées? On y voit ma géolocalisation, le numéro de mes correspondants, le nom de mes correspondants, c'est-à-dire tout ce qui m'identifie. Il y a plus d'un an, Le Monde obtient un scoop. Le récit détaillé de ce qu'a dit Patrice Demestre, gestionnaire de la fortune Bettencourt, à la brigade financière. Un témoignage qui met en cause le ministre du Travail de l'époque, Éric Woerth. Dès le lendemain, la DCRI, le renseignement intérieur, déclenche une enquête. Le but, identifier l'origine de la fuite. Il y a eu effectivement des repérages de communications téléphoniques, ce qui est tout à fait différent d'une écoute. Le repérage des communications ne permet pas de connaître la teneur de conversation. La justice nous dira si ce qui a été fait était normal ou non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui était recherché, c'était la source de dysfonctionnement grave, parce que de l'intérieur de l'administration, il ne doit pas sortir de divulgation de procédures judiciaires en cours. Et c'est grâce au téléphone du journaliste que les policiers pensent identifier sa source, un conseiller du ministère de la Justice, rapidement muté. Seulement, une loi protège les sources des journalistes et elle est très claire. On ne peut y porter atteinte que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Un impératif prépondérant d'intérêt public, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la protection de l'État, pas la protection d'un ministre en exercice. Là, c'est un abus clair commis par l'État. À l'automne dernier, quand Le Monde avait accusé l'État d'espionnage, la polémique avait enflammé l'Assemblée. Puis le président de la République lui-même avait dû s'expliquer. Jamais, à aucun moment, d'aucune façon, je me préoccupe de près ou de loin des téléphones, des lieux et des rencontres des journalistes français.